Nous attendons la réforme scolaire. Nous attendons le nouveau programme. Nous attendons que les experts se mettent d'accord, que les politiques agissent, que le système évolue, s'améliore, change. Et pendant ce temps, la fenêtre se ferme. La fenêtre d'hypersynchronie θ se ferme. Chaque année qui passe sans que vous rendiez à votre enfant la souveraineté sur son esprit est une année de sa fenêtre θ qui se referme. Il faut qu'on en ait conscience. Elle se ferme doucement, progressivement, mais irréversiblement. Parce que quand on passe aux ondes alpha et bêta, on n'est plus dans le même cadre, dans la même fenêtre. Je ne dis pas ça pour créer de la peur, je dis ceci parce que c'est la vérité. Et parce que la vérité, même difficile, est toujours plus utile que le confort d'une illusion rassurante. La théorie de l'esprit souverain n'est pas un programme scolaire alternatif, point du tout. Ce n'est pas un manifeste anti-école. Ce n'est pas une promesse que votre enfant sera un génie si vous suivez 10 étapes simples, si vous rejoignez Simo University. Point du tout. C'est une façon de voir le monde, une façon de regarder l'enfant en face de vous et de reconnaître en lui non pas ce que le système a décidé qu'il serait, mais ce qu'il est déjà en réalité de manière intrinsèque. Tout individu a son idiosyncrasie. Ce qu'il a toujours été, ce qu'il est et sera toujours. Un esprit souverain en attente de déploiement permanent. Voilà ce qu'est un enfant. Dans la prochaine partie, nous allons aller plus loin encore, parce que cette théorie ne s'arrête pas à l'éducation, elle touche à quelque chose de plus vaste. Elle touche à la question de ce que nous voulons être collectivement en tant que civilisation, en tant que société, en tant qu'espèce humaine. Parce que si nous perdons 96% du potentiel de chaque génération, 96% du potentiel de chaque génération, quel monde construisons-nous? Quel monde léguerons-nous à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants? Et quel monde aurions-nous pu construire si nous avions fait autrement? Si nous avions appliqué la théorie de l'esprit souverain? C'est là que nous allons maintenant. Je veux vous faire une proposition intellectuelle. Je vous fais une proposition, une sorte d'expérience de pensée, comme les philosophes les appellent ceci, des expériences de pensée. Une situation hypothétique qu'on explore, non pas parce qu'elle est réelle, mais parce qu'elle révèle quelque chose de vrai. Imaginez ceci. Vous pouvez fermer vos yeux, ça marche plus efficacement. Imaginez qu'au moment de la révolution industrielle, au 19e siècle, au lieu de copier le modèle prussien, les nations occidentales avaient fait un choix différent. Imaginez qu'au lieu de construire des écoles conçues pour produire des travailleurs obéissants, elles avaient construit des environnements conçus pour déployer le potentiel souverain de chaque enfant, de chaque être humain. Imaginez que les 98% avaient été maintenus, nourris, déployés, développés. Pas sur une seule génération, sur 5 générations, sur 150 ans.
quel monde serions-nous en train d'habiter ce soir? Dans quel monde vivrions-nous aujourd'hui? Ce n'est pas une question sentimentale, c'est une question économique, c'est une question intellectuelle et scientifique, civilisationnelle. L'enjeu, il est majeur. Parce que le potentiel humain n'est pas une abstraction philosophique, c'est une ressource la plus précieuse qui soit. Plus précieuse que le pétrole, plus précieuse que l'or, plus précieuse que n'importe quel minéral, n'importe quel minerai, autant pour moi, que nous extrayons de la terre chaque jour. Plus précieux que tout ceci. Et comme toute ressource, son gaspillage a un coût mesurable, documentable, catastrophique, irréversible. Ou alors difficilement réversible, pour rester un peu optimiste. Combien de cancers n'ont pas été guéris? Parce que l'enfant qui aurait pu trouver le traitement a passé ses années de fenêtre d'état coloriées dans les lignes. Combien de cancers? Combien de conflits n'ont pas été résolus parce que le diplomate qui aurait pu trouver le langage de la paix n'a jamais appris à penser de façon divergente? Je le dis à un moment où on est dans une guerre, au Moyen-Orient. Vous me dites en commentaire si vous voulez qu'on y consacre un cours. Vous me direz également sur la feuille qui circule en ce moment si vous voulez qu'on y consacre un cours. On parle un peu de géopolitique, de l'instabilité naissante au Moyen-Orient, la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. On essaiera de l'analyser et comme toujours, sous l'angle de l'éducation. C'est un peu le cas c'est un peu ce qu'on est en train de faire en ce moment. Je ne vais pas m'étaler profondément dans cet aspect tout de suite. Mais imaginez quand même cela. Je vous donnerai mon avis sur cette guerre d'ailleurs dans ce cours. Combien de crises climatiques n'ont pas été anticipées parce que l'ingénieur qui aurait pu concevoir la solution a été formé à résoudre des problèmes dans les cases et pas avoir les systèmes, pas être inventif. Je ne peux pas vous donner les chiffres. Personne ne peut le faire. Parce que le coût du potentiel non déployé est par définition invisible. On ne voit pas ce qui n'existe pas. On ne compte pas les découvertes qui n'ont pas eu lieu. On ne mesure pas les œuvres qui n'ont pas été inventées, qui n'ont pas été créées. On ne pleure pas les solutions qui n'ont pas été inventées, qui n'ont pas émergé. Mais leur absence, nous la vivons collectivement, tous les jours, et de manière pénible, de manière douloureuse. Il y a un économiste, un vrai cette fois, James Heckman, prix Nobel d'économie, Université de Chicago. Il a passé une grande partie de sa carrière à étudier quelque chose que les économistes regardaient rarement. L'investissement dans la petite enfance. Et ses conclusions sont parmi les plus importantes que la science économique a produites au XXe siècle. Là, c'est ma casquette d'économiste qui parle. Chaque dollar investi dans le développement cognitif et émotionnel d'un enfant, entre 0 et 5 ans, rapporte entre 7 et 13 dollars à la société sur le long terme. Je dis bien 13 dollars. Ce n'est pas du philanthropisme, ce n'est pas de la sensiblerie, c'est du rendement sur investissement. Le meilleur rendement documenté dans toute la littérature financière et économique. Mieux que l'immobilier, mieux que les marchés financiers, mieux que n'importe quelle infrastructure que vous pouvez imaginer.
Et pourtant, les gouvernements du monde entier continuent d'investir massivement dans les années scolaires tardives, dans les universités, dans la formation professionnelle des adultes, et de sous-investir dramatiquement dans les premières années, celles où le rendement est maximal, celles où la fenêtre est encore ouverte. Une question légitime est celle de savoir pourquoi. Pourquoi ce sous-investissement dans ces années aussi cruciales, démontré par un prix Nobel, James Heckman? Et parce que les résultats d'un investissement en petite enfance ne se voient pas dans un mandat politique de 5 ans, de 7 ans, de 4 ans. Ils se voient dans 20 ans, dans 30 ans. Et les politiques qui gèrent les cycles électoraux n'ont aucune incitation à investir ce qu'ils ne verront pas. Ils ne peuvent pas investir dans ce qu'ils ne verront pas, parce qu'ils s'en foutent complètement. La démocratie électorale optimisée pour le court terme est structurellement incapable de prendre les meilleures décisions pour l'enfance. C'est là que j'appelle les peuples à prendre leurs responsabilités. Ceci est une autre dimension du problème. Elle n'est pas pédagogique, elle n'est pas philosophique, elle n'est pas politique. Elle est plutôt politique et économique. Et maintenant, je veux aller encore plus loin, parce que nous vivons dans une époque particulière, une époque qui rend tout ce dont je viens de vous parler là ce soir encore plus urgent qu'il y a 50 ans, encore plus urgent qu'il y a même 10 ans, même 5 ans, même 2 ans d'ailleurs. Et cette chose qui rend tout ceci encore plus urgent que jamais, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Deux mots qui génèrent soit de l'enthousiasme, soit de la peur, selon les gens, mais qui génèrent rarement la bonne question. La bonne question n'est pas est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, va prendre nos emplois. Elle n'est pas est-ce que l'intelligence artificielle est dangereuse. Elle n'est pas est-ce que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine au moment où on se rapproche de plus en plus vers ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle généralisée. Dans un monde où l'intelligence artificielle peut faire tout ce que l'école a toujours entraîné les humains à faire, mémoriser, reproduire, exécuter, optimiser dans des cadres prédéfinis, mais qu'est-ce qui reste de valeur dans l'intelligence humaine? La réponse est précisément ce que le système éducatif a toujours soigneusement détruit. J'ai nommé la pensée divergente, la créativité radicale, la connexion entre des domaines apparemment sans rapport, l'empathie profonde, la sagesse qui vient de l'expérience incarnée. Donc la capacité à poser les bonnes questions, plutôt qu'à trouver les bonnes réponses. Je pense d'ailleurs qu'il est mieux de poser des mauvaises questions que de trouver la bonne réponse.